Bienvenue à cette nouvelle discussion où on va plonger dans l'informatique quantique en 2025. C'est un domaine qui bouillonne, là. Beaucoup d'excitation, mais aussi pas mal de scepticisme. Absolument. On entend parler d'investissements vraiment massifs, de promesses de révolution, puis en même temps, Ben oui, en même temps, tu as des figures importantes comme le PDG d'NVIDIA au CES 2025 qui calme un peu le jeu. Il parle d'un horizon de peut-être 20 ans. exact. Puis ça a eu un impact direct sur les actions des compagnies du secteur, là, comme IonQ, Rigetti, D-Wave. C'est ça. C'est un peu comme si on était, mettons, sur le seuil d'une révolution majeure, mais on ne sait pas pantoute si la porte va s'ouvrir demain matin ou dans 10 ans. C'est tout à fait ça. Il y a comme une tension là, entre le potentiel qui semble immense, puis les défis techniques qui sont bien réels, bien concrets. Les gouvernements, les entreprises, ils mettent le paquet, là, financièrement. Oui, mais le chemin vers des applications qui sont, disons, rentables puis à gros d'échelle, ça reste flou. Certains espèrent une percée rapide, un peu comme l'IA générative en 2022. Ça a surpris bien du monde, la vitesse d'adoption. Ouais, bonne comparaison. Alors justement, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va décortiquer ça ensemble aujourd'hui. On s'appuie sur pas mal de sources différentes. Mhm. On a des analyses assez pointues de Quantech, de BI Foresight, des explications de data scientists, des infos de Wikipédia aussi, des échos de discussions sur Reddit. Puis un document super important du Centre canadien pour la cybersécurité. Exactement, qui nous alerte sur les conséquences pour notre sécurité. C'est pas rien. Non, c'est clair. Puis avant de plonger dans le vif du sujet, peut-être juste un mot rapide sur les concepts clés, histoire qu'on parle le même langage, là. Bonne idée. L'élément de base, c'est le qubit. Contrairement au bit classique, qui est soit 0, soit 1, un qubit, lui, il peut être 0, 1 ou les deux en même temps. C'est la fameuse superposition. C'est ça. C'est cette capacité-là d'explorer plein de possibilités en même temps qui est vraiment au cœur de la puissance quantique. Puis il y a aussi l'intrication, cette connexion un peu bizarre entre les qubits. Oui, l'intrication. Si deux qubits sont intriqués, mesurer l'état de l'un te donne instantanément de l'info sur l'autre, même s'ils sont loin. Mais c'est pas de la communication instantanée, faut faire attention. Non, pas pantoute, mais c'est crucial pour que les qubits travaillent ensemble de façon complexe, puis aussi pour gérer les erreurs. On y reviendra, ça, aux erreurs. En gros, ces propriétés-là, superposition, intrication, ça permet aux ordinateurs quantiques d'envisager des calculs d'une ampleur juste inimaginable pour nos ordi classiques. Exactement. Si tu as n qubits, tu peux représenter 2 à la puissance n états en même temps. La croissance est exponentielle, c'est fou. Bon, fait que notre objectif aujourd'hui, c'est de démêler un peu tout ça. Où est-ce qu'on en est avec la technologie? C'est quoi les promesses réalistes à court terme? C'est quoi les gros obstacles? Puis surtout, les implications pour la sécurité de nos infos. C'est un gros programme. Ouais, allons-y. Plongeons au cœur du sujet. Alors, commençons par le paysage technologique. Ce qui frappe en 2025, c'est la diversité. Il n'y a pas juste une recette pour bâtir un ordi quantique. Non, c'est ça. Il y a plusieurs familles de technologies qui sont en compétition, puis chacune a ses forces, ses faiblesses. On peut les regrouper, mettons, en 2 grandes catégories. OK, vas-y. D'un côté, tu as les approches qui demandent un froid extrême, là, proche du zéro absolu. C'est le cas des circuits supraconducteurs. Ça, c'est la technologie la plus avancée industriellement. C'est IBM, Google, Rigetti qui sont là-dessus. C'est puissant, mais ça doit coûter cher en infrastructure de refroidissement, j'imagine. Ah oui, c'est un défi majeur, le refroidissement. Puis dans cette famille-là, tu as aussi des innovations intéressantes comme les qubits de chat de la start-up française Alice & Bob. Eux sont conçus pour être naturellement plus résistants à certains types d'erreurs. Intéressant. Puis l'autre catégorie, c'est quoi? Des technologies qui fonctionnent plus proche de la température ambiante? Précisément, ou qui utilisent d'autres principes. Tu as les ions piégés utilisés par IonQ puis Continuum. Ça donne une très bonne stabilité des qubits, une bonne cohérence, mais c'est complexe de les faire passer à grande échelle, d'en mettre beaucoup ensemble. OK. Ensuite, tu as la photonique. Là, on manipule des particules de lumière. C'est Xanadu, Psyquantum, puis la française Candela qui explore ça. L'avantage, c'est le potentiel de fonctionner à température ambiante puis d'utiliser les fibres optiques pour communiquer. Ah, ça, c'est pas pire. Ouais, mais connecter beaucoup de qubits photoniques ensemble, c'est encore difficile. On entend aussi parler d'atomes neutres. C'est quoi ça? Oui, ça, c'est l'approche de Pascal, encore en France, ou d'Atom Computing aux États-Unis. L'idée, c'est de piéger des atomes individuels avec des lasers. Cette voie-là est vue comme potentiellement très efficace pour augmenter le nombre de qubits rapidement.
la scalabilité, comme on dit. D'accord. Puis finalement, de façon plus expérimentale, tu as Microsoft qui explore les qubits topologiques. Eux, ils pourraient être naturellement très, très stables, mais les fabriquer physiquement, c'est encore un défi. Ils ont annoncé des progrès récents, par contre, avec leur puce Majoriana 1. Donc, on a une course technologique assez intense avec plein de stratégies différentes, mais on entend souvent parler de machines avec des centaines, voire IBM qui parle de plus de 1000 qubits, Google aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on est proche du but? Bien, c'est là qu'il faut être prudent. Augmenter le nombre de qubits, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est juste une partie de l'équation. Ah, Le vrai talon d'Achille de l'informatique quantique aujourd'hui, c'est la fragilité des qubits. Le moindre bruit, la moindre perturbation de l'environnement, la chaleur, les vibrations, même les rayons cosmiques, ça peut détruire l'état quantique, qui est super fragile. On appelle ça la décohérence. fait qu'avoir plein de qubits qui font des erreurs tout le temps, ça sert pas à grand-chose au bout de ligne? Exactement. Ça sert à rien si tu peux pas faire un calcul fiable avec. OK, c'est le gros problème des erreurs, alors comment on fait pour le surmonter? C'est tout le domaine de la correction d'erreurs quantiques, la QEC pour Quantum Error Correction. L'idée de base, c'est d'utiliser plusieurs qubits physiques, ceux qui sont imparfaits, bruyants, pour coder l'information d'un seul qubit logique qui, lui, serait beaucoup plus fiable, plus robuste. Genre comme tisser une corde solide avec plein de petits fils fragiles. C'est une bonne image, oui. C'est exactement ça. Puis est-ce qu'il y a des progrès concrets là-dedans? Parce que ça semble absolument crucial pour que ça marche un jour. Oui, et c'est peut-être là qu'on voit les avancées les plus significatives ces derniers temps. Google, par exemple, a montré avec son processeur Willow qu'il utilise une technique appelée code de surface. Oui. Et si tu augmentes le nombre de qubits physiques que tu dédies à un seul qubit logique, bien, le taux d'erreur de ce qubit logique diminue vraiment. C'est une preuve de concept essentielle, ça. Ah, OK, ça c'est encourageant. Très. Puis on a mentionné Alice et Bob, dont l'approche vise à éliminer nativement un type d'erreur spécifique. Microsoft aussi travaille sur de nouveaux codes correcteurs, puis mise sur la stabilité de ses futurs qubits topologiques. Donc le nombre brut de qubits, ce n'est vraiment pas le seul indicateur de performance, il faut regarder plus loin que ça. Non, loin de là. C'est pour ça qu'IBM a introduit le concept de volume quantique. C'est une mesure qui essaie de capturer la puissance réelle d'un ordi quantique. Ça intègre pas juste le nombre de qubits, mais aussi leur qualité, le taux d'erreur et leur capacité à interagir entre eux, la connectivité. C'est une mesure plus globale qui reflète mieux la capacité utile, finalement. C'est l'idée, oui, c'est plus holistique. Puis l'objectif ultime, là, celui qui permettrait de faire des calculs vraiment révolutionnaires, on le situe où? On parle souvent d'un seuil autour d'1 million de qubits logiques, c'est-à-dire fiables grâce à la correction d'erreurs. C'est ce qu'il faudrait, estime-t-on, pour pouvoir s'attaquer à des problèmes vraiment costauds, comme casser la cryptographie actuelle ou simuler des molécules complexes pour la découverte de médicaments. 1 million? OK, on en est encore très loin aujourd'hui, j'imagine. Oh oui, très loin. Mais malgré tous ces obstacles techniques qui sont quand même énormes, l'intérêt faiblit pas. Les investissements continuent. Qu'est-ce qui justifie cet engouement persistant? C'est quoi, au fond, cet avantage quantique dont tout le monde parle? L'avantage fondamental, ça réside dans la capacité unique des ordis quantiques à s'attaquer à des problèmes qu'on appelle d'explosion combinatoire. OK, c'est-à-dire? Ce sont des problèmes où le nombre de possibilités à examiner augmente de façon exponentielle avec la taille du problème. Ça devient très vite hors de portée, même pour les plus gros supercalculateurs classiques. L'ordi quantique, lui, grâce à la superposition, peut explorer un très grand nombre de ces possibilités en parallèle, en quelque sorte. On utilise parfois des images pour expliquer ça, comme chercher une personne précise dans une foule immense, là. Un ordi classique devrait vérifier chaque personne une par une, Oui? alors qu'un ordi quantique pourrait avoir une vue d'ensemble presque instantanée. C'est un peu ça l'idée, ou explorer tous les chemins d'un labyrinthe en même temps. Ces images illustrent revient l'idée du parallélisme quantique, oui. Mais attention, c'est pas magique non plus, là. Ça repose sur des algorithmes quantiques qui sont spécifiquement conçus pour exploiter la superposition et l'intrication.
OK, c'est pas juste poser la question et avoir la réponse. Non, pas du tout. Un algorithme quantique, ça manipule les probabilités qui sont associées à chaque état possible pour amplifier la probabilité de trouver la bonne solution quand on fait la mesure finale. C'est assez subtil. Puis parmi ces algorithmes, il y en a qui sont particulièrement connus ou importants? Absolument. Le plus célèbre, puis celui qui a vraiment sonné l'alarme pour la sécurité, c'est l'algorithme de Shor, Peter Shor, 1994. Shor, oui. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Sa force, c'est de pouvoir décomposer de très grands nombres en leurs facteurs premiers beaucoup plus efficacement qu'un ordi classique. On parle de temps polynomial. Ça veut dire que même pour des nombres gigantesques, le temps de calcul n'explose pas de façon incontrôlable comme avec les méthodes classiques. Et ça, c'est un problème parce que? Parce que la sécurité de beaucoup de nos systèmes cryptographiques actuels, comme RSA, Diffie-Hellman, repose justement sur la difficulté de cette factorisation. Si un ordi quantique peut le faire facilement, toute cette sécurité s'effondre, c'est une menace directe. Wow. OK. Il y a aussi l'algorithme de Grover, qu'on mentionne souvent. Oui, Grover, c'est 1996. Lui, il est conçu pour rechercher un élément spécifique dans une grande base de données qui n'est pas triée. Il offre une accélération quadratique par rapport à la recherche classique. Quadratique, ça veut dire? Ça veut dire qu'il est plus rapide, mais l'accélération est moins spectaculaire que pour Shor. Mettons, pour chercher dans une base de n éléments, classiquement, ça prend n étapes en moyenne. Avec Grover, c'est plutôt racine carrée de n étapes. C'est mieux, mais c'est pas exponentiel comme Shor. Ça pourrait être utile quand même, j'imagine. Oui, pour certains problèmes d'optimisation, d'analyse de données, puis il y a d'autres algorithmes aussi pour des tâches spécifiques, comme résoudre des systèmes d'équations linéaires, l'algorithme HHL, ou faire de l'optimisation via le recuit simulé quantique. Concrètement, là, au-delà de casser la cryptographie, ce qui est déjà énorme, où est-ce que cette puissance de calcul pourrait vraiment changer la donne? Dans quel secteur on voit le plus de potentiel? Le domaine qui revient tout le temps, c'est la découverte de médicaments et la science des matériaux. Simuler de comportement exact des molécules au niveau quantique, c'est extrêmement difficile pour les ordis classiques. Parce que les molécules elles-mêmes sont des systèmes quantiques, finalement. Exactement. C'est l'idée de Richard Feynman à l'origine, utiliser un système quantique pour simuler un autre système quantique. Un ordi quantique pourrait permettre de concevoir de nouvelles molécules pour des médicaments plus ciblés, de créer de nouveaux matériaux avec des propriétés spécifiques, plus légers, plus résistants, meilleurs conducteurs, ou de trouver des catalyseurs plus efficaces. Pour produire des engrais avec moins d'énergie, par exemple. Oui, c'est un exemple classique souvent cité. Ça aurait un impact énorme sur l'agriculture et l'environnement. La finance aussi semble très intéressée, non? Oui, absolument. Pour l'optimisation de portefeuilles d'investissement, pour évaluer des risques financiers complexes ou pour détecter des fraudes sophistiquées. Il y a déjà des partenariats comme celui de JP Morgan Chase avec IBM et Samsung. L'optimisation, ça revient souvent comme thème. C'est un thème clé. Améliorer les chaînes logistiques. Il y a le projet de CMA-CGM avec Pascal pour la logistique maritime. Optimiser le chargement du fret dans les avions Airbus travaille là-dessus avec IonQ. Gérer plus efficacement les réseaux d'énergie, Atom Computing collabore avec le NREL aux États-Unis. Même améliorer les prévisions météo. Et l'intelligence artificielle dans tout ça? L'IA quantique? C'est un domaine en pleine ébullition aussi. L'idée, c'est d'utiliser les ordis quantiques pour accélérer certaines tâches d'apprentissage automatique, machine learning, la reconnaissance de motifs complexes, la classification d'images. Hyundai, par exemple, travaille avec IonQ là-dessus, puis aussi sur la simulation de batteries pour les véhicules électriques. Le potentiel semble vraiment immense sur papier, mais c'est quoi la réalité de l'adoption aujourd'hui? Est-ce que les entreprises utilisent déjà ces technologies en production? Faut être clair là-dessus. Malgré quelques projets pilotes, des expérimentations, l'adoption en production, c'est encore très limité. Une étude récente de Global Quantum Intelligence le confirmait encore. Quels sont les freins principaux? Les obstacles sont importants. Premièrement, le coût. Le coût des machines ou même de l'accès via le cloud est très élevé. Deuxièmement, le manque criant de talent, de compétences spécialisées. Ah oui, trouver des gens qui comprennent ça. C'est un défi énorme. Il y a un vrai besoin de formation massive, comme le soulignait Dr Bourasset-Desvidennes. Troisièmement, l'incertitude qui persiste sur le retour sur investissement pour beaucoup d'applications. C'est pas toujours clair quand et comment ça va rapporter. Donc, pour l'instant, l'accès se fait surtout via le cloud.
Pour tester, pour apprendre, pour explorer un peu. C'est pas mal ça. Des plateformes comme IBM Quantum Experience ou Amazon Bracket permettent aux chercheurs et aux entreprises de faire leurs premiers pas, de se familiariser. Puis il faut pas oublier les simulateurs quantiques. C'est quoi ça? Ce sont des logiciels qui tournent sur des ordis classiques, mais qui simulent le comportement d'un ordi quantique pour un petit nombre de qubits. Ça joue un rôle crucial pour développer des algorithmes, pour former les équipes, en attendant que le matériel quantique devienne plus accessible et surtout plus performant. OK, ça fait sens. Venons-en maintenant à l'aspect peut-être le plus urgent, le plus préoccupant à court terme, la menace que l'informatique quantique fait peser sur notre sécurité numérique. On a parlé de l'algorithme de Shor. Oui, c'est le point critique. L'algorithme de Shor, une fois qu'il pourra être exécuté sur un ordinateur quantique assez puissant et assez stable, ce qu'on appelle un ordinateur quantique à tolérance de panne, il va rendre obsolètes les systèmes de cryptographie à clé publique. Ceux qu'on utilise partout. Exactement, ceux sur lesquels repose une grande partie de la sécurité d'Internet et de nos communications. Le HTTPS des sites web, le petit cadenas, les signatures numériques qui garantissent l'authenticité des logiciels, le chiffrement des courriels, les VPN, tout ça repose sur des algos comme RSA ou Diffie-Hellman que Shor peut casser. Et l'échéance pour l'arrivée de ces machines suffisamment puissantes, elle se précise. Le Centre canadien pour la cybersécurité, le CCCS, parle d'une possibilité dès 2030. C'est demain, ça. Effectivement, 2030, c'est une estimation qui revient souvent et qui pousse à agir sans attendre. D'autant plus qu'il y a une menace qui est immédiate bien avant l'arrivée de ces machines. C'est le scénario « récolter maintenant, déchiffrer plus tard », en anglais « Harvest Now, Decrypt Later », HNDL. Attends, ça semble paradoxal. Comment une menace future peut être un problème aujourd'hui? L'idée est simple, mais redoutable. Des adversaires, ça peut être des États, des groupes criminels, peuvent dès aujourd'hui intercepter et stocker d'énormes volumes de communication et de données qui sont chiffrées avec nos méthodes actuelles, comme RSA. Ils ne peuvent pas les lire maintenant, par contre. Non, pas maintenant. Mais ils les gardent précieusement, ils les accumulent. Ils attendent juste le jour où un ordinateur quantique capable d'exécuter Shor sera disponible, puis à ce moment-là, pouf, ils pourront déchiffrer rétrospectivement toutes les données qu'ils ont amassées pendant des années. Ce qui veut dire que toutes les informations qui doivent rester confidentielles sur le long terme des années, des décennies, sont déjà potentiellement menacées maintenant. Précisément, pense aux secrets défense, aux données de santé des patients, à la propriété intellectuelle des entreprises, aux stratégies industrielles, aux informations financières sensibles. Tout ce qui a une valeur sur une longue durée est vulnérable à cette stratégie HNDL, et ce, dès aujourd'hui. La figure 1 du document du CCSS l'illustre très bien cette menace sur la confidentialité à long terme. C'est assez épeurant quand on y pense. Au-delà de la confidentialité, tu disais qu'il y a aussi un risque pour l'authenticité, mais celui-là, il se manifestera plus tard. Oui, ça, c'est la deuxième étape de la menace, si on veut. Une fois que les ordinateurs quantiques capables d'exécuter Shor existeront réellement, une autre menace va apparaître, la capacité à contrefaire les signatures numériques et les certificats. Concrètement, ça va dire quoi? Ça pourrait permettre, par exemple, de créer de fausses mises à jour logicielles qui sont signées numériquement et qui ont l'air parfaitement légitimes, mais qui contiennent des logiciels malveillants. Ou alors de créer de faux sites web sécurisés avec le cadenas et tout, qui imitent les vrais sites banques, gouvernements, pour voler des informations d'identification ou financières. C'est le risque pour l'intégrité et l'authentification. La figure 2 du CCSS montre bien ce risque futur. OK, face à ce double péril, NGDL normalement et menace sur l'authenticité plus tard, c'est quoi la parade? Comment le monde de la cybersécurité se répare? La réponse principale, la solution qui est privilégiée, c'est le développement et le déploiement de ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, ou CPQ. En anglais, c'est PQC, Post-Quantum Cryptography. Cryptographie post-quantique, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit d'une nouvelle génération d'algorithmes cryptographiques. La clé, c'est qu'ils sont conçus pour résister aux attaques des ordinateurs quantiques, y compris l'algorithme de Shor, mais ils peuvent fonctionner sur les ordinateurs classiques qu'on utilise tous les jours. Ah, OK. Ce ne sont pas des algorithmes qui nécessitent un ordi quantique pour fonctionner. Non, pas du tout.
Ce sont des algorithmes classiques, mais qui sont basés sur des problèmes mathématiques différents qu'on pense être difficiles à résoudre même pour un ordinateur quantique. Et ce processus de remplacement des anciens algos par ces nouveaux algos CPQ, c'est un cours? C'est bien engagé, oui. Le NIST, qui est l'Institut américain de normalisation et de technologie, a mené une compétition internationale pendant plusieurs années pour sélectionner les meilleurs candidats. Ils ont publié une première série de standards pour des algorithmes CPQ en août 2024. Donc, les standards commencent à être là. Oui. Maintenant, le travail colossal, c'est d'intégrer ces nouveaux algorithmes partout, dans les protocoles Internet comme TLS pour le HTTPS ou IPsec pour les VPN, dans les systèmes d'exploitation, les navigateurs, les logiciels, le matériel. C'est en cours dans les organismes de standardisation comme l'IETF. Ça doit être un chantier absolument gigantesque. Concrètement, qu'est-ce que le CCAS recommande aux organisations, aux entreprises de faire dès aujourd'hui pour se préparer à cette transition qui semble inévitable? Le message clé du CCAS et de pas mal tous les experts, c'est « n'attendez pas ». La première étape, c'est de faire un inventaire complet. Un inventaire de quoi? Identifier tous les systèmes, toutes les applications, tous les processus dans l'organisation qui dépendent de la cryptographie à clé publique actuelle. Où est-ce qu'on utilise des certificats? Où est-ce qu'on utilise TLS, SSH, des VPN, du chiffrement de données? Il faut savoir où ça se trouve. Une fois qu'on a cette cartographie, on fait quoi? Ensuite, il faut évaluer la sensibilité des données qui sont protégées par ces systèmes, puis leur durée de vie requise. Combien de temps cette information doit-elle rester confidentielle? Ça permet d'identifier les priorités, surtout face au risque NDL dont on parlait. Les données qui doivent rester secrètes longtemps sont les plus urgentes à protéger. OK, logique. Après ça, il faut planifier la migration vers la CPQ. Ça inclut d'identifier les systèmes qui sont peut-être trop vieux, trop obsolètes, les systèmes patrimoniaux qui sont difficiles ou impossibles à mettre à jour directement. Pour cela, il faudra trouver des solutions de contournement. Comme quoi, par exemple? Par exemple, les isoler du réseau et faire passer leur communication à travers un tunnel VPN qui, lui, est protégé par la CPQ. C'est une stratégie de mitigation. Faut aussi penser aux aspects pratiques, j'imagine. Le budget, les compétences, les fournisseurs? Absolument. Il faut budgéter les coûts de mise à niveau. Ça peut toucher le matériel, les logiciels, les services. Il faut prévoir la formation du personnel parce que c'est nouveau pour tout le monde. Et surtout, il faut engager la discussion avec ses fournisseurs de technologie. Pour savoir ce qu'ils prévoient de faire. Exactement. Pour comprendre leur feuille de route CPQ, est-ce qu'ils vont proposer des mises à jour compatibles? Quand? Ou est-ce qu'il faudra carrément remplacer certains équipements ou logiciels? Un objectif essentiel que le CCSS souligne, c'est de viser l'agilité cryptographique. L'agilité cryptographique. Oui, c'est la capacité technique et organisationnelle à pouvoir changer d'algorithme cryptographique relativement facilement si c'est nécessaire. Par exemple, si une faiblesse est découverte dans un algorithme ou si les standards évoluent. C'est une bonne pratique en général, mais ça devient vital dans ce contexte de transition majeure. La chronologie que suggère le CCSS dans son document, la figure 3, montre bien qu'on est vraiment dans la phase de préparation active maintenant, avant le début de la transition à grande échelle. Celle-ci commencera vraiment quand les produits et services certifiés CPQ seront largement disponibles sur le marché. C'est exactement ça. Le temps de l'inventaire, de la planification, de la discussion avec les fournisseurs, c'est maintenant. Faut pas attendre que les produits soient là pour commencer à y penser. Est-ce qu'il existe d'autres approches que la CPQ pour sécuriser les communications à l'ère quantique? On entend parfois parler d'autre chose. Oui, le document du CCCS mentionne brièvement d'autres pistes. Il y a par exemple l'établissement de clés symétriques, SKA, ou la distribution quantique de clés, QKD. QKD, ça utilise la physique quantique, non? Oui, la QKD utilise les lois de la physique quantique, comme l'intrication ou l'incertitude, pour partager une clé secrète entre deux parties. L'avantage théorique, c'est que toute tentative d'espionnage perturberait le système et serait détectée. Ça a l'air bien, mais il y a des limites. Oui, aujourd'hui, ces méthodes ont des limitations importantes. La QKD, par exemple, est très limitée en distance, quelques centaines de kilomètres maximum via fibre optique. C'est coûteux, c'est complexe à déployer et surtout, il manque encore des standards matures et une validation, une certification aussi poussée que ce qu'on a pour la CPQ.
Donc, pour la grande majorité des usages et des organisations, la CPQ apparaît vraiment comme la voie la plus pragmatique, la plus réaliste et la plus recommandée à suivre pour l'instant. C'est la conclusion claire du CCCS et du consensus actuel dans la communauté de la cybersécurité mondiale. C'est la solution qui est standardisée, qui peut être déployée à grande échelle sur l'infrastructure existante. D'ailleurs, le CCCS joue un rôle actif au Canada pour accompagner cette transition. Comment? Il travaille à la fois sur la transition au sein du gouvernement canadien lui-même, mais aussi en fournissant des conseils et des guides aux entreprises et au public. Puis il collabore au niveau international, notamment avec le NIST aux États-Unis, sur la normalisation et avec les fournisseurs de technologies. C'est fascinant tout ça, et un peu vertigineux en même temps. Si on essaie de résumer où on en est, l'informatique quantique en 2025, c'est un domaine de recherche et développement hyper dynamique, plein de promesses incroyables. Mais qui est encore confronté à des défis scientifiques et techniques vraiment majeurs. La gestion des erreurs, la décohérence, la mise à l'échelle vers des millions de qubits fiables, c'est pas gagné d'avance, loin de là. C'est un domaine où le potentiel de transformation pour la science, l'industrie, la société est immense. On a parlé de simulation moléculaire, d'optimisation, d'IA. Oui, mais ce potentiel immense s'accompagne d'une menace très concrète et même imminente à cause du HNDL pour la sécurité de nos infrastructures numériques actuelles via la capacité future de casser la cryptographie qui nous protège aujourd'hui. Ce qui fait que la transition vers la cryptographie post-quantique, la CPQ, c'est pas juste une mise à jour technique comme une autre. C'est une nécessité stratégique, urgente pour tous les pays, toutes les entreprises, toutes les organisations. Une vraie course contre la montre qui est lancée. C'est ça, une course sur deux fronts en parallèle. D'un côté, développer la puissance de calcul quantique et de l'autre, renforcer nos défenses numériques avant que la première ne dépasse les secondes. Pour terminer, peut-être laissons une question en suspens pour nos auditeurs et auditrices. On voit bien cette tension, là. D'un côté, l'excitation d'une révolution imminente, un peu comme l'IA juste avant 2022, puis de l'autre, des voix plus prudentes qui parlent encore d'un horizon de 15-20 ans pour un impact vraiment large. Au fond, l'informatique quantique, c'est un peu comme le fameux chat de Schrödinger lui-même. Ah, j'aime l'analogie. Et elle semble être à la fois une révolution sur le point d'éclater et une technologie encore lointaine et incertaine. La question, c'est quand est-ce que ce chat va finalement choisir son état? Et surtout, lequel sera-t-il? Une transformation rapide et disruptive ou une évolution beaucoup plus lente et progressive qu'on l'imagine? C'est la grande inconnue, effectivement. Les prochaines années vont être absolument cruciales pour commencer à y répondre. Mais une chose est certaine, on n'a pas fini d'en jaser. Absolument. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi.